De Paris à la banlieue, la route peut être longue. Le réalisateur François Rabaté a suivi un historien et un économiste qui se rendent à Villiers-le-Bel en métro et RER. L'occasion de parler de la vie quotidienne dans les quartiers, des émeutes de 2005 et de la mort de 2 jeunes en novembre 2007. Il y avait beaucoup de tensions. C'est pas tous les jours qu'on tire sur les flics, c'est pas tous les jours qu'il y a des voitures qui brûlent. Jour tranquille à Villiers-le-Bel, c'est une approche originale de la banlieue sur Public Sénat. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Xavier Rojek. Bonsoir Pierre-Henri. Les titres de ce vendredi, l'Iran qui vote et va choisir entre Mahmoud Ahmadinejad et Mir Hossein Mousavi. Téhéran prévoit déjà une participation record pour les 46 millions d'Iraniens appelés aux urnes. Une première, le 22 juin, Nicolas Sarkozy s'exprimera devant le Congrès réuni à Versailles. Un moment clé pour le président pour relancer sa politique à la moitié de son mandat. Et puis, cette conséquence de la baisse des prix du pétrole, les prix à la consommation en France s'infléchissent de 0,3% au mois de mai. Il faut remonter à plus de 50 ans, en 1957, pour retrouver une telle inflation négative. Et puis notre question du jour, posée comme chaque jour, quotidiennement, sur notre site internet publicsénat.fr. Elle concerne bien entendu les élections iraniennes de demain. La question est la suivante, le pouvoir religieux iranien est-il menacé? Vous êtes d'ores et déjà nombreux à voter. Vous votez oui à 40% à cette question, non à 45%. Vous pouvez bien sûr continuer à voter direction notre site internet publicsénat.fr. Je vous le disais donc en titre, en Iran, une très forte affluence aujourd'hui dans les bureaux de vote. 46 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes pour une élection qui pourrait bien changer le visage de la République islamique. Et la participation s'annonce d'ores et déjà record. Face à l'affluence, les autorités ont décidé de prolonger l'ouverture des bureaux de vote. Pour les jeunes, qui représentent 60% de la population, un homme incarne l'espoir et le changement. Mir Hossein Mousavi, le récit de Carole Pujol. Un baiser synonyme d'espoir pour un vote crucial. Ce matin, des milliers d'Iraniens se sont pressés aux urnes pour choisir un nouveau président et à travers lui, un nouveau souffle pour le pays. Sepider a 25 ans. Ce matin, elle a voté Mousavi, présenté comme le candidat favori chez les jeunes. Nous avons besoin de relations avec les Européens, avec les États-Unis. Ahmadinejad n'aime pas ça, donc on préfère avoir un président qui aide les jeunes gens pour avoir des relations parce qu'on a déjà beaucoup de guerres en Iran, vous savez, donc maintenant les jeunes gens aiment beaucoup avoir du calme, pas la guerre. La paix, l'ouverture et la liberté, 3 mots-clés pour la jeunesse iranienne majoritaire dans le pays. Ici, 60% de la population a moins de 30 ans. Toutes les attentions sont donc portées sur le taux de participation très élevé à la mi-journée. Les gens sont vigilants et nous sommes vigilants. Il faut considérer cette présence massive des électeurs comme une occasion en or pour nous. Malgré une cote de popularité qui n'a cessé de croître tout au long de la campagne, rien n'assure Mousavi d'une victoire. C'est vrai qu'il y a un élan incroyable pour Mousavi. C'est vrai qu'à Téhéran et à Ispahan et dans les grandes villes, les étudiants notamment fondent beaucoup d'espoir sur ce candidat modéré, des espoirs de liberté et de réforme. Il ne faut pas imaginer que ce sera forcément une vague Mousavi. Ahmadinejad a encore beaucoup de soutien, notamment dans les classes défavorisées. 46 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Débordés par le nombre de votants, l'État a décidé de garder les bureaux ouverts jusqu'à minuit. Alors commencera le dépouillement d'un vote très attendu en Iran, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sera en France une première historique. Nicolas Sarkozy qui va s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Ça se passera le 22 juin. C'est en effet la première fois depuis la réforme de la Constitution que le chef de l'État va user de ce droit nouveau. Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, c'est une preuve de la vitalité de la révision constitutionnelle. Nicolas Sarkozy devrait présenter la politique qu'il entend mettre en œuvre avec un gouvernement remanié. Alain Ritchie.
C'est une première. Jamais un président de la République n'avait pris la parole devant les parlementaires. Le congrès du 22 juin est la suite logique de la révision en 2008 de la Constitution. Ce 22 juin, à Versailles, Nicolas Sarkozy fera son discours devant les députés et les sénateurs. Puis il sortira pour laisser la parole aux différents présidents de groupe. Il y aura donc un débat, mais sans vote. Si le président de la République vient devant le Parlement, c'est pas simplement pour nous délivrer la bonne parole. Il faut aussi que l'on puisse lui répondre. Je pense que quand le président de la République s'exprime devant le congrès de Versailles, ça sera la grande première encore une fois, ça ne peut pas être une leçon donnée à qui que ce soit, ni aux parlementaires ni aux Français. À mi-mandat, Nicolas Sarkozy donnera ses grands axes politiques avant de remanier le gouvernement, probablement le 24 juin. Du coup, la traditionnelle déclaration de politique générale du Premier ministre sera reléguée au second plan, de quoi présidentialiser un peu plus le régime. Le moment est bien choisi pour Nicolas Sarkozy puisque c'est l'occasion pour lui, après un succès sur des thématiques européennes, d'essayer d'engranger politiquement sur la situation et la scène intérieure nationale. Cette intervention de Nicolas Sarkozy devant le Congrès s'apparente beaucoup au modèle américain et au discours annuel du président des États-Unis sur l'état de l'Union. Une bonne nouvelle après des mois de morosité. François Fillon voit s'amorcer une sortie de crise. Le Premier ministre a évoqué une amélioration de la conjoncture économique. Pour la première fois depuis 50 ans, l'inflation a baissé en France, ce qui pourrait favoriser le pouvoir d'achat des ménages. Pour Christine Lagarde, cette baisse des prix agit comme un soutien à la consommation. Antoine Delfière. Une première depuis 1957. Avec une baisse de 0,3% au mois de mai par rapport au même mois l'année dernière, l'inflation passe en négatif. De quoi apporter un peu de tonus à la consommation en cette période de crise. Selon l'INSEE, ce recul des prix à la consommation reflète la chute des prix du pétrole. Ceux-ci ont en effet baissé de 26,1% par rapport à mai 2008. Un repli à prendre avec précaution cependant, car il reste une inconnue. Combien de temps cela peut-il durer? Pas d'emballement donc. Pour la ministre de l'économie, Christine Lagarde, cette baisse temporaire ne traduit nullement une entrée en déflation de l'économie française. Autre conséquence sur le SMIC, il n'augmentera que de 1% au 1er juillet. Le gouvernement a exclu jusqu'à présent tout coup de pouce supplémentaire, insuffisant pour les syndicats qui appellent par ailleurs à manifester demain. Ils demandent une augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Pas question de déclencher l'alerte maximale sur la grippe A, c'est ce qu'a déclaré le gouvernement. Hier, l'OMS a annoncé la première pandémie du siècle en relevant son niveau d'alerte. Près de 30 000 personnes dans le monde sont aujourd'hui contaminées. Mais pas de panique pour autant en France. Les autorités maintiennent le niveau 5 en raison d'une faible circulation du virus. On fait le point avec Thomas Raguet. Voici donc le niveau d'alerte 6, le seuil maximal décrété par l'OMS en raison de l'existence de plusieurs foyers distincts de la maladie à travers le monde. Pour autant, chaque pays est libre de fixer le seuil d'alerte qui lui semble convenir à sa situation et prendre les mesures correspondantes. Nous avons donc jugé, avec ma collègue ministre de l'Intérieur, que la situation dans notre pays ne justifiait pas un passage au niveau 6 pour notre pays et que le niveau 5A était adapté à ces cas finalement peu nombreux et bénins. Un simple passage à la phase 5B en France ne serait pas sans impact. Restriction de circulation, annulation de spectacles ou de rencontres sportives, arrêt du trafic aérien, les conséquences économiques seraient énormes. Ce sont visiblement des mesures qui seraient disproportionnées par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Une position que partage la communauté scientifique. Nous, on est toujours en stade 5, c'est raisonnable. 71 cas, il n'y a pas de pandémie, 71 cas. Donc il doit y avoir 8 transmis par la petite amie ou par le cousin Jules. La France est pour l'heure épargnée, pourtant ailleurs la maladie gagne du terrain, au Royaume-Uni notamment. Et même si elle ne s'aggrave pas, les scientifiques restent vigilants. Une bataille contre une pandémie, il faut ni en faire trop ni pas assez. Donc c'est une gestion très complexe. Il faut être prêt à n'importe quoi. C'est une gestion du temps qui est particulière. La France semble prête à faire face à une éventuelle pandémie sur son territoire. Roselyne Bachelot a annoncé ce matin préparer la logistique d'une campagne de vaccination nationale. Affaire Julien Drey, Dominique Sopo dénonce aujourd'hui une garde à vue jugée abusive.
Pour le président de SOS Racisme, cette garde à vue n'a servi qu'à alimenter le cirque médiatique. Dominique Sopo a été relâché hier après presque 48 heures de garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre lui. La brigade financière enquête sur des mouvements de fonds suspects qui auraient bénéficié au socialiste Julien Drey. Et puis dimanche dernier, on ne votait pas seulement en Europe, les Français de l'étranger élisaient également leurs sénateurs. Oui, les Français installés en Afrique et en Amérique étaient appelés aux urnes. Et si la majorité progresse, la gauche a pu elle aussi gagner quelques sièges. Delphine Girard, en partenariat avec le magazine Courrier Cadre, nous détaille ce scrutin. Même si l'union de la majorité arrive en tête de ces élections partielles, la représentation de la gauche progresse au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle gagne 5 sièges, soit une progression de 25%. L'Assemblée des Français de l'étranger compte 156 conseillers. Il constitue le collège électoral qui élit les 12 sénateurs représentant les Français hors de France. Mais à partir des législatives de 2012, cette spécificité va s'arrêter. Les expatriés auront aussi droit à des députés. Ils seront 11 élus au scrutin majoritaire à 2 tours et représenteront en moyenne 115 000 personnes chacun. Une représentation parlementaire accrue dont les Français de l'étranger ont bien besoin pour faire entendre leur voix. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à vivre à l'étranger. Ils étaient 1 400 000 Français établis hors de France au 31 décembre 2008, soit une hausse de plus de 7% par rapport à 2007. La loi Hadopi est un texte à parfaire, mais l'essentiel est acquis. C'est ce qu'estime la Commission des affaires culturelles du Sénat. La partie non censurée de la loi sera promulguée dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'Iran qui se bouscule ce soir aux urnes. Élection cruciale après 3 semaines d'une campagne électorale acharnée. Marie Ladier, Fouladier, les chercheuses au CNRS et spécialistes de l'Iran, est notre invitée dans quelques instants. Bonsoir Marie Ladier-Fouladi, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Iran, un monde de paradoxes ». Alors cet après-midi, on apprenait le taux de participation prévu pour cette élection présidentielle cruciale. 70%, c'est un record de participation. À qui pourrait bénéficier une telle participation aussi massive ? Si il s'avère que effectivement 70% des électeurs ont participé, parce que moi d'après les sites officiels du ministère de l'Intérieur de l'Iran, j'ai trouvé vers 4 heures 20 millions d'électeurs qui ont participé déjà. Sur 46 millions d'inscrits. Sur 46 millions d'électeurs estimés. Et ce n'est pas fini. Les bureaux de vote sont encore ouverts. Et qu'en fait, de toute façon, à chaque élection, on continue toujours, on laisse ouverts les bureaux, surtout dans les grandes villes, jusqu'à 10h, 11h de soir. Et la question, en fait, d'abord, c'est sur le nombre des électeurs estimés par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'en Iran, il n'existe ni la liste électorale, ni une carte électorale. Il n'empêche, cette campagne électorale passionne les Iraniens. Tout à fait. Cette fois-ci, contrairement aux élections de 2005, les candidats, tous les 4, ont réussi quand même à mobiliser énormément d'électeurs. Est-ce que cette affluence pourrait jouer en faveur des modérés, justement ? Tout à fait, parce que justement, ce que j'allais vous dire, que d'après mes estimations, le nombre d'électeurs effectifs pour participer à cette élection serait autour de 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus. Alors donc, il reste un écart à peu près de 5 millions entre le nombre officiellement déclaré et ce que j'ai pu estimer, ce qui laisse une marge de manœuvre dans les mains du ministère de l'Intérieur et évidemment le gouvernement d'Ahmadinejad pour éventuellement procéder à probablement des fraudes éventuelles, ce qui en fait il n'a pas hésité à le faire lors des élections législatives de 2008 et également. Est-ce qu'il peut y avoir des doutes sur la régularité du scrutin ? De toute façon, depuis hier, les candidats modérés ont commencé à dénoncer l'ensemble des procédures mises en place par le ministère de l'Intérieur pour dire que faites attention, il y aura probablement des fraudes et donc alerter la population. Mais c'est vrai qu'aussi, de toute façon, le taux de participation dépasse 70%, ça réduit évidemment le risque, la probabilité de fraude de la part du ministère. Donc en faveur des modérés? Ça va jouer en faveur des modérés et probablement on va arriver à un deuxième tour.
Alors, dans votre ouvrage, vous décortiquez cette société iranienne, vous faites allusion à cette jeunesse iranienne. 70% de la population a aujourd'hui moins de 30 ans, ce qui est absolument considérable. Est-ce que cette jeunesse iranienne a aujourd'hui profondément envie d'un changement de régime, de l'ère du printemps, le printemps iranien? D'abord, il y a 60% des gens de moins de 30 ans et il y a à peu près 25 millions d'Iraniens sont âgés de 15 à 29 ans, ce qu'on peut appeler grosso modo les jeunes. Évidemment, ils aspirent à l'ouverture, évidemment, ils aspirent à la modernité. Évidemment, ils sont ralliés à la fois à la campagne, aussi bien pour Mousavi que pour Karoubi. Les deux. En cas de défaite des modérés aujourd'hui, ou peut-être dans une semaine s'il y a un deuxième tour, est-ce qu'on peut s'attendre à une révolte ou une révolution justement de ces jeunes? Moi, je doute fort. Je doute fort. C'est vrai que la tension est vraiment maintenant est très très intense. On le sent. Il y a vraiment une rivalité entre les deux camps de la faction au pouvoir, mais il faut pas oublier que l'ensemble des 4 candidats officiellement sélectionnés d'abord par le Conseil de discernement et de Conseil des gardiens et aussi avec l'approbation du guide qui contrôle tout de manière évidemment officieuse. Ces 4 candidats sont connus de la part de la population. Ils font partie du système. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à conduire la société iranienne et les conditions aux troubles, éventuellement au désordre. Alors, il y a quand même ce mouvement de la société que vous expliquez bien dans votre ouvrage, une société qui est en avance sur le pouvoir en place. Est-ce que ce mouvement d'ouverture, de plus de liberté, c'est un mouvement irréversible ou pas aujourd'hui? C'est un mouvement, tout à fait, c'est un mouvement irréversible. De toute façon, ils vont continuer. D'après ce que j'ai lu, l'ensemble, aussi bien le mouvement des féministes iraniens que les jeunes étudiantes, ont publié des communiqués pour demander pour bien préciser leurs revendications à chacun des candidats, pour même aller les rencontrer. Et leur revendication est basée spécifiquement sur l'ouverture du pays, sur l'adoption d'une politique détente avec les puissances occidentales sur la question nucléaire et surtout sur la liberté d'expression en Iran. Ils savent tous que de toute façon, le président de la République en Iran n'a pas beaucoup de pouvoir. Tout le pouvoir relève vraiment de domaine de guide d'après la Constitution. Et donc, ça, c'est plutôt pour pousser, si vous voulez, les politiques déjà en place à adopter probablement une autre ligne qui leur laissait éventuellement une marge de manœuvre pour s'exprimer. Ouais, donc c'est pas un mouvement qui est grossi avec nos yeux d'occidentaux un peu. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut changer les choses, même si Ahmadinejad est réélu. Même si Ahmadinejad est élu. Parce que ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en fait, le mouvement féministe en Iran et surtout le mouvement estudiantin ont commencé vraiment à élargir leurs manifestations et leur activité pour mobiliser l'ensemble des populations autour de leurs revendications depuis 2005, après l'élection d'Ahmadinejad. Merci beaucoup Marie Ladier-Fouladi. Je recommande une fois de plus votre livre à 24 heures maintenant des résultats de ce scrutin, L'Iran, un monde de paradoxes, paru tout récemment aux éditions de La Talente. Merci encore. À suivre tout de suite, C'est un monde, là encore, l'émission internationale signée Caroline Delage. À suivre également Bibliothèque Médicis, présentée par Jean-Pierre Elkabbach, consacrée ce soir aux relations entre la France et l'Europe, avec comme invité Gérard Larcher, le président du Sénat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Isabelle Rojek. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité internationale. On commence par la photo qui a retenu notre attention. Il s'agit des deux premières dames françaises et américaines et l'œil noir de Michelle Obama, car la Bruni-Sarkozy tranche un peu avec les messages sur l'amitié transatlantique qui ont été martelés à l'occasion de la visite de Barack Obama en France pour le 65e anniversaire du débarquement. Barack Obama qui a signé en personne un mot d'excuse à une fillette de 10 ans, Kennedy, c'est son nom, a dû sécher l'école pour écouter le discours du président sur l'assurance maladie dans le Wisconsin. Alors le chef de l'État lui a remis en main propre un mot à destination de sa maîtresse.
La femme de la semaine, c'est celle qu'on a présentée pendant toute la campagne présidentielle comme la possible future First Lady iranienne. Zahra Ranavard est l'épouse de Mir Hossein Mousavi, le candidat réformateur à l'élection présidentielle de ce vendredi 12 juin, principal concurrent de Mahmoud Ahmadinejad et grande première en Iran. Zahra Ranavard a fait campagne avec son mari. Elle a tenu des meetings. Elle a aussi été l'objet des attaques du président sortant qui a remis en cause la validité de son doctorat en sciences politiques. Autre scrutin, les élections législatives au Liban le 7 juin dernier qui ont vu la victoire du camp anti-syrien mené par Saad Hariri et soutenu par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le Hezbollah a reconnu sa défaite. بشكل رسمي نحن نقبل هذه النتائج بكل روح رياضية وديمقراطية. Cet homme a observé très attentivement le déroulement des élections européennes. Marvik Koumalo vient du Swaziland et il représente le Parlement panafricain. Cette assemblée suit de très près les évolutions de l'Union européenne. Alors si d'aucuns regrettent les progrès trop lents de l'Europe politique, les Africains, eux, y voient une source d'inspiration. 207, c'est le chiffre de la semaine et ça correspond au nombre de mots kirghizes que connaît le président du Kirghizistan. Le chef d'État de cette ancienne république soviétique a passé un examen en direct à la télévision devant une commission de linguistes et il a étonné ses examinateurs. Ses prédécesseurs n'utilisaient en effet que 130 à 140 termes de leur langue nationale. Bonne nouvelle donc pour Kurmanbek Bakiev qui brigue un second mandat. Vont-elles servir de monnaie d'échange dans le dossier du nucléaire nord-coréen? 2 journalistes américaines de la chaîne de télévision californienne Current TV ont été condamnées à 12 ans de travaux forcés alors qu'elles effectuaient un reportage à la frontière sino-coréenne. Leur délit, selon les autorités, avoir pénétré illégalement sur le territoire nord-coréen. Pendant ce temps, les Nations Unies ont mis au point une résolution qui sanctionne Pyongyang pour son essai nucléaire le 25 mai dernier. Au Pérou, les Indiens d'Amazonie obtiennent gain de cause. Après des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 34 morts, le Parlement péruvien a décidé de suspendre un décret-loi contesté par les communautés indigènes. Elles avaient rebaptisé ce texte « Loi de la jungle » parce qu'elles le jugeaient trop souple avec l'exploitation forestière de l'Amazonie. Chaque semaine, une personnalité nous donnera son regard sur l'actualité internationale. Alors cette fois-ci, ce que l'écrivain anglais Stephen Clarke a retenu, c'est la visite historique du dirigeant libyen Muammar Kadhafi en Italie, ancienne puissance coloniale. J'ai vu par exemple que le colonel ou lieutenant général ou amiral maintenant Kadhafi arrive à Rome en portant sur sa veste avec toutes ses médailles une photo d'un résistant anti-italien. Donc il arrive à Rome avec la photo de l'ex-ennemi. Et en fait, on l'accueille comme si c'était normal. On le laisse installer sa tente en pleine Rome avec ses 300 gardes du corps maquillés à Kalachnikov et tout ça. Il y a 5 ans, c'était l'horrible ennemi. Maintenant, c'est le grand ami. Pour des raisons assez cyniques d'argent. Je trouve ça très fabuleux, mais très cynique. J'aimerais bien que la reine d'Angleterre fasse pareil. J'aimerais bien que, quand elle vienne à Paris, elle exige d'avoir un château gonflable dans la forme de Buckingham Palace dans les jardins de l'Élysée. Il avait 73 ans, dont 41 passés au pouvoir. Il était le doyen des chefs d'État africains. Omar Bongo est mort cette semaine. Et pour revenir sur cette actualité, nous sommes avec Vincent Hugeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Vous avez publié Les Sorciers Blancs, enquête sur les faux amis français de l'Afrique. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac vont se rendre aux funérailles d'Omar Bongo, président du Gabon donc. Pourquoi? C'est bien la moindre des choses, s'agissant d'un chef d'État africain qui a toujours fait montre à l'égard de l'ancienne puissance coloniale d'une loyauté d'airain. N'oublions jamais qu'il est présenté à Charles de Gaulle par un certain Jacques Foccart, le grand sorcier de la politique africaine de l'ère gaulliste, qu'il prête serment dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon à Paris, ça laisse des traces, et que par ailleurs il sera toujours un serviteur loyal et dévoué des intérêts de la France. Cela dit, lui aussi, vu la connaissance extraordinaire qu'il a de l'échiquier politique français, sera parfois l'arbitre des élégances, voire le faiseur de roi pour tel ou tel ministre ou tel impétrant pour un poste haut placé de la République. Alors pour l'instant, la présidente du Sénat assure l'intérim. Des élections doivent être organisées dans les 45 jours, mais le Gabon n'était pas vraiment préparé à la succession d'Omar Bongo. Quel rôle
peut jouer la France, va jouer la France dans cette succession? Ce qui est assez singulier, c'est que 40 ans de règne, et on peut dire que l'après-Bongo est à peu près aussi mal préparé que l'après-pétrole, puisqu'il s'agit de la ressource cardinale de ce pays, de ce petit émirat pétrolier du golfe de Guinée. Le rôle de la France, à mon sens, aujourd'hui, elle serait fort bien inspirée de s'en tenir à l'énoncé des principes en termes de démocratie, d'élections ouvertes et transparentes, et d'en rester là. Car il y a aujourd'hui un vrai ressentiment, une vraie rancœur, depuis l'affaire dite des biens mal acquis, patrimoine immobilier spectaculaire de quelques chefs d'État, dont Omar Bongo Ondimba. Il souffle un vent assez délétère, en France notamment, un vent assez délétère sur Libreville, sur le thème Paris nous a lâchés. Et d'ailleurs, les dernières semaines d'Omar Bongo ont été marquées par un évident ressentiment. Il se sentait trahi, lâché, presque humilié par les suspicions manifestées à son égard. En cas d'instabilité, est-ce que la France pourrait intervenir militairement? Elle n'aurait pas le choix, elle serait bien obligée de le faire. D'abord, comme toujours dans ces cas-là, vous connaissez le mantra habituel, protéger nos ressortissants, et ils sont un certain nombre au Gabon. Par ailleurs, le Gabon reste l'une des dernières bases permanentes du dispositif militaire français en Afrique, mais je crois que dans cette hypothèse-là, au-delà de la protection de nos ressortissants, le souci principal serait de manifester une forme de parti pris de non-ingérence pour ne pas alimenter, une fois de plus, les procès en ingérence perpétuelle. Sur la France-Afrique et la France comme gendarme de l'Afrique, vous l'avez rencontré d'un mot. Quel souvenir vous gardez d'Omar Bongo? À mon sens, c'est le chef d'État africain, paix à ses cendres aujourd'hui, le plus madré, le plus roué, le plus futé, avec dans un autre registre Laurent Gbagbo, l'ivoirien. D'ailleurs, ils ne s'entendaient pas du tout, c'est un signe. C'est quelqu'un qui, encore une fois, a donné à son pays, petit pays, certes assis sur un pactole d'hydrocarbures, mais de 1 200 000, peut-être 300 000 habitants, un poids totalement disproportionné du fait de, d'abord, sa connaissance, donc on le disait, de l'arène politique française et de l'usage qu'il a pu en faire, mais aussi de son rôle de médiateur. De sage de l'Afrique. Il avait pour habitude de ne pas avoir 2 fers au feu, mais 3 ou 4. Il a financé, accueilli, conseillé une cohorte innombrable de chefs de guerre, de patrons de rébellion, de sorte qu'à chaque fois qu'il était question de trouver un arrangement post-conflit au lendemain d'une élection contestée, il fallait toujours se tourner vers le guide de l'Afrique, vers le sage, le doyen, pour écouter ses oracles. Merci beaucoup Vincent Hugeux, merci d'être venu nous parler d'Omar Bongo. Prochain rendez-vous dans C'est un monde, la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.